Fanta a été démasquée. Elle ne s'attendait sûrement pas à ce que Pagaye fouille ses placards, hein. C'est chaud. Mais combien de temps est-ce qu'elle comptait mentir comme ça, franchement? En plus, on la retrouve au téléphone en train de manigancer quelque chose avec un médecin ou un personnel du corps médical, hein, pour falsifier ses résultats. On se rend compte que parfois, même l'hôpital est complice, hein, de ce genre de gros mensonge fatal qui peut coûter la vie aux gens. On remet en question le professionnalisme des médecins. Jusqu'où sont-ils prêts à aller pour de l'argent? Pagaye a enfin compris que Lala n'avait rien à voir avec sa contamination. Ce n'est pas elle qui l'a contaminée et il regrette déjà son comportement, sa réaction envers Lala. Mais comme Fatou l'a si bien dit, cela n'excuse pas le fait qu'il a quand même péché Pagaye, hein, et qu'il est fautif, quoi. Il a trompé sa jeune épouse et voilà, le sida c'est son karma. Fatou décide de quitter ses sida, la sidéen. J'ai kiffé la traduction. Mais avant de partir comme ça, il faut qu'elle fasse des tests, hein. Certes, elle nous a confirmé que ça fait longtemps qu'elle n'a pas eu de rapport avec Pagaye, mais depuis le début, comme on le sait, depuis que ce thème du sida a été abordé, on a appris qu'il y avait différents moyens de se faire contaminer, hein, pas seulement par l'acte sexuel. Donc Fatou devrait quand même prendre ses précautions et faire des tests. On imagine qu'elle va le faire quand même parce que c'est une femme assez aware, donc elle va prendre ses précautions. Fanta est dévastée. Sa vie est complètement gâchée. C'est sûr que Pagaye va divorcer d'elle. Donc Pagaye se retrouve tout seul, sans femme pour une fois dans sa vie. Ça va lui permettre de réfléchir un peu sur ce qu'il veut vraiment dans la vie. Mais ça va être très difficile pour lui de gérer sa maladie tout seul, sans encouragement, sans le support de quelqu'un, hein, à ses côtés. À force de vouloir tout avoir, Pagaye a fini par tout perdre. En ce qui concerne Fanta, est-ce que vous pensez que cette maladie, elle l'a contractée en simplement trompant Pagaye ou elle aussi souffre de nymphomanie? Parce que Fanta s'est plaint à plusieurs reprises, hein, envers Pagaye. Elle se plaignait souvent que son daddy lui manque, que ça fait longtemps qu'ils ne passent pas de temps ensemble et tout. Alors que Pagaye se contentait juste de lui donner de l'argent. Apparemment, Fanta n'a pas pu résister, elle n'a pas pu rester fidèle. Elle est allée voir ailleurs. Est-ce que vous pensez que c'est juste de la simple tromperie, qu'elle faisait partie du réseau de Dalanda dans le passé? Ou est-ce que Fanta souffre également de nymphomanie, quoi? Par rapport à Fatou, est-ce que c'est une question d'âge? Est-ce que Fanta est nymphe aussi? Dites-moi dans les commentaires. En tout cas, ça ne justifie pas du tout la tromperie, hein, qu'elle soit malade ou pas. La vie de Lala est chamboulée en ce moment également, hein. Elle vient d'avoir la confirmation que Khali n'est pas sa véritable mère. Il était temps. On sait que c'est son père qui a demandé de garder le secret, mais à un certain moment, quand un enfant arrive à un certain âge, il y a des choses qu'elle doit savoir parce que c'est important pour sa stabilité. Lala se sent trahie par cette famille pour qui elle a tout sacrifié, mais surtout trahie par son frère, son binôme, son confident. C'était dur de l'avoir remonté contre Damel comme ça, parce qu'on n'a pas du tout l'habitude. Mais on le comprend, Damel, il se voyait mal révéler ce secret. En plus, est-ce que c'était vraiment lui le mieux placé pour le faire? Si quelqu'un devait révéler le secret, c'est sûr que c'était sa mère, Khali, et non pas lui. Khali aurait donc ensorcelé Ndeye, la mère de Lala. Elle l'aurait poussée à la folie, raison pour laquelle Ndeye aurait mis fin à ses jours dans la mer, apparemment. Est-ce qu'on a retrouvé son corps? Dès qu'ils ont parlé de mer, je me suis dit, ah, ça se trouve, le vent l'a emporté. Est-ce qu'ils ont vraiment retrouvé le corps? Ça se trouve, on va découvrir que Ndeye est toujours vivante. Parce qu'on en a vu des revenants, hein, dans cette série. Mais tout le monde semble croire qu'elle est réellement morte. Donc, je pense qu'elle l'est quand même. Ce serait également tellement bien si on découvrait que la mère de Younous l'a connue dans le passé. Au moins, elle pourrait apporter des réponses à Lala. Elle pourrait lui dire comment sa mère était réellement. Parce que l'image que les gens ont de Ndeye est très négative, hein. Celle qui était folle, celle qui s'est suicidée. Ce n'est pas du tout cette image-là qu'une fille a envie d'avoir de sa mère. Donc, espérons que quelqu'un pourra lui apporter des réponses, hein. Qui était Ndeye avant sa mort, avant sa folie? Linda est en état de choc après la mort de sa mère. Cette actrice n'a pas eu beaucoup d'occasions de me toucher, hein, dans cette série. Mais je dois avouer que là, on ressent bien les émotions. On ressent sa peine, sa douleur. Les larmes étaient très réalistes. C'était vachement bien joué. Concernant ce qu'elle a dit par rapport au professeur Diop qui n'avait pas réussi et elle s'était arrêtée là, vous avez apporté quelques éclaircissements. On a le commentaire de Ramatoulaye qui nous dit qu'en Guinée, après l'excision, on met un truc sur le 1 de la fille pour ne pas avoir de rapport et garder sa virginité. Peut-être que sa tante, donc la tante de Linda, a placé ce truc sur elle. Donc apparemment, ça s'appelle le no
Portugal. C'est fort possible, hein. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est possible que le professeur ait réalisé que tout était fermé. Ça me fait penser du coup à la scène de la douche lorsque je vous ai dit que je m'attendais à voir du sang couler pour symboliser la perte de virginité. Il n'y a pas eu de sang, ni dans la douche, ni sur les draps, ce qui pourrait confirmer la présence de ce notogol. On peut dire que cette dangereuse pratique, cette dangereuse coutume a sauvé Linda, hein, dans cette situation. Mais comme je l'ai dit dans la revue précédente, ça n'empêche rien à la déchéance. Ça n'empêche rien à la satisfaction qu'a eu le professeur Diop, hein, puisqu'il a obtenu ce qu'il voulait, mettre Linda dans son lit. Linda est tombée dans la déchéance dans tous les cas, avec ou sans rapport. Elle sortait déjà avec Idriss en tant que escorte. Donc elle a échangé son temps, elle s'est échangée pour de l'argent. Linda a perdu son innocence dans tous les cas. Ce qui m'a marqué pendant cette scène lorsqu'ils étaient chez Ali, d'ailleurs, le balcon était le même que chez Hassan Diouk, hein, donc je pense que c'est la même maison. Voir ce balcon avec le même design ne rendait pas du tout les choses crédibles. Bref, ça c'était une petite parenthèse. Ce qui m'a marqué le plus dans cette scène, c'est de voir à quel point Linda était entourée. Je me suis dit, oh my god, si elle avait pris la peine de consulter toutes ces personnes, peut-être qu'ils auraient pu tous en collectivité l'aider et venir à son aide, lui porter secours sans qu'elle ait à tomber dans la déchéance, hein. En plus, ces personnes étaient là pour elle, mais on sait très bien que dans le cas contraire, Linda ne serait pas là pour eux. Même Maï était présente. Yalanda a donc tenu à participer financièrement aux obsèques de sa meilleure amie. C'est sûr qu'elle est déterminée à ne plus refaire les mêmes erreurs qu'avant. Elle est déterminée à s'occuper de Linda Ebana que Ousseynatou lui a confié. Je me demande s'il n'y aura pas un petit clash du coup entre Dalanda et Alimatou, entre qui sera la mieux placée pour garder ses enfants, quoi. On verra bien par la suite. En ce qui concerne Mati, il est temps de dire au revoir à la maison familiale. Ça y est, ils ont commencé à move in dans l'appartement de Douma, qu'on imagine doit être un peu plus petit quand même, hein, que leur maison. Mais ils n'ont pas le choix, au moins ils ont un toit sur la tête, hein. C'est l'une des conséquences du divorce, la séparation de la famille, mais également la chute du niveau de vie, hein. Ça va, heureusement, Mathieu et sa famille ne se retrouvent pas dans un ghetto non plus. Mais c'est sûr que là, dans cet appartement, ils n'auront pas le même confort qu'avant. En plus, cette demeure qu'ils sont obligés de quitter, ce n'est pas simplement une maison, hein. Ce sont des souvenirs d'enfance, parce que c'est là que Mathieu et ses frères ont grandi. Surtout pour le dernier, ça doit lui faire un choc parce qu'il était tout petit quand ils sont arrivés dans cette maison. Il n'a connu que cette maison en fait, donc le changement sera vraiment brutal. Ils vont devoir adopter de nouvelles habitudes, etc. Mais ce sera un changement positif pour la mère surtout, parce que on imagine qu'elle a beaucoup de mauvais souvenirs dans cette maison. Les disputes avec son mari, ses crises d'angoisse, sa maladie qui a commencé dans cette maison. Donc le changement lui fera un grand bien à elle aussi. Mati, c'est une véritable amie. Malgré ses urgences personnelles, elle trouve toujours le temps d'être là pour les autres. On l'a vu avec Maï, on le voit encore une fois avec Linda. Et pourtant, Mati et Linda, c'est pas les plus proches, hein. Mais Mati trouve toujours le temps, hein, pour les autres. Elle met toujours les autres avant elle. Encore une forme de sacrifice, hein. Elle sacrifie son temps pour Linda. Mati est totalement apaisée en ce moment. Grâce à Linda, elle décide de ne plus se venger contre Ali. Ali, elle a grave de la chance, ça c'est sûr. Elle a de la chance d'être la tante de Linda, mais elle a également de la chance que cette envie de vengeance de Mati soit tombée au mauvais moment, enfin mauvais moment, au moment où Mati est complètement changée, une personne différente avec le cœur apaisé. Cet épisode se termine avec une note positive, hein, par rapport au deuil du début, hein. Là, on assiste à une scène beaucoup plus heureuse avec Douma qui fait une demande en mariage à Mati. Oh là là, et toujours dans la douceur, hein. C'est tout à fait le style de Douma. Il ne brusque rien, il lui laisse le temps, un vrai gentleman. Ce qui me plaît dans la progression de la série, c'est qu'on assiste vraiment à la maturité, hein, de ces filles. La maturité dans la vie sociale, parce qu'elles passent des petites étudiantes à des femmes potentiellement mariées, mais la maturité dans le mindset aussi, hein, parce qu'on a vu comment la vie les a changées, les pousse à grandir un peu trop vite. C'est vraiment le cas de Maï qui m'affecte le plus. Au début, c'était la meuf carefree. Elle et Alice, hein, d'ailleurs, elles voulaient vivre leur jeunesse, faire la fête, sortir. Mais tout s'est calmé, hein, d'un coup. Malheureusement, parce que dans un monde meilleur, des ados devraient profiter de leur adolescence. Mais c'est sûr qu'avec ce qui lui est arrivé, Maï ne mettra plus jamais un pied en boîte. C'est l'une des conséquences de la déchéance. Ça te fait grandir
dire un peu trop vite. Dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode et on se retrouve dans la suite sans faute. Stay safe and stay blessed. Bye!